Alors, cher Philippe, professeur Philippe, vous êtes connecté? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Oui, très bien, on vous entend bien. J'attends votre feu vert et puis vous me dites. Professeur Philippe, Oui, donc je vous entends très bien. C'est Ali Boukhari. bonjour, Donc, comment... bonsoir, bonjour plutôt. Donc, je vous présente et je vous donne la parole pour votre présentation. Alors, chers messieurs, donc j'ai le plaisir de présenter parmi nous aujourd'hui le professeur Philippe Parola de l'IHU de Marseille, qui nous honore vraiment par sa présence parmi nous pour de l'IHU de Marseille dans la gestion de la COVID-19 dans son institution. Monsieur le professeur Philippe Parola est le chef de service d'hospitalisation post-urgence et des maladies infectieuses aiguës. Il est du pôle des maladies infectieuses de l'assistance publique de Marseille. Il est directeur d'IPROM, vecteur infection tropicale et méditerranéenne, de l'ex-Marseille Université et l'URB, et du service de santé des armées. Il est directeur du centre de référence des maladies vectorisées par l'éthique. Professeur Philippe Parola, professeur des universités à l'ex-Marseille, il est et praticien hospitalier. Sur le plan de la direction, le professeur Philippe Parola a dirigé entre 2010 et 2015 le centre de collaborateurs OMS pour l'éricostiose. Depuis 2018, il a créé et dirige jusqu'à ce jour l'UMR Vitron. Sur le plan de la recherche, le professeur Philippe Parola, ses thèmes de recherche sont des maladies tropicales négligées, des maladies infectieuses émergentes en biologie médicale. Il a en son actif plus de 500 publications dans la littérature internationale et 20 chapitres d'ouvrages. Ses activités internationales comprennent, il a suivi pendant des activités. Donc, c'est un honneur pour nous, professeur Philippe Parola, soit parmi nous pour nous présenter un peu l'expérience de l'IHU de Marseille dans la gestion de la COVID-19. Je vais sans plus tarder lui passer la parole. À vous, professeur. La parole. Merci beaucoup, chers collègues. J'espère que vous m'entendez. Merci pour cette invitation. Merci aux collègues et aux autorités qui sont je suis très heureux. Et la Mauritanie a été un des premiers pays d'Afrique où j'ai travaillé. Et je suis, même si c'était une courte période, il y a bien longtemps, et je suis très heureux d'avoir des correspondants universitaires de qualité avec qui nous interagissons en permanence sur différents domaines de la recherche. Donc, merci, je suis très heureux d'être là. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un peu l'historique et l'expérience de notre centre dans la crise Covid. Je parle au titre d'universitaire, je parle au titre de responsable à l'IHU Méditerranée Infection et en aucun cas au nom des autorités sanitaires ou universitaires de mon pays. Donc, je vous relate mon expérience et vous renvoie pour plus d'informations, si vous le souhaitez, à nos publications ou vidéos pédagogiques que nous publions régulièrement sur le site internet et la chaîne YouTube de l'IHU Méditerranée Infection. Alors, je prends ces précautions d'usage parce que dans la prise en charge des patients, et y compris à l'échelle de mon pays, les choses ont parfois été discutées et je vais donc vous dire un peu au stade où nous en sommes actuellement ici, puisque nous avons à l'IHU Méditerranée Infection soigné 2000 patients positifs hospitalisés, le plus souvent sous oxygène, et plus de 16 000 en ambulatoire
en consultation et je reviendrai ensuite sur les éléments de surveillance. Donc, nous avons accumulé une expérience clinique importante. La deuxième chose, c'est que vous savez, donc moi je m'occupe de l'hospitalisation dans cette crive et j'ai la chance de m'appuyer sur le laboratoire du professeur Didier Raoult qui dirige l'IHU Méditerranée Infection et qui très tôt, a mis en place une stratégie de diagnostic précoce. C'est-à-dire, y compris lorsque, en France, au mois de février, mars, avril 2020, les capacités de tests étaient limitées, et je n'ai pas à revenir sur le pourquoi, nous avons mis en place, nous avons redirigé les forces du laboratoire de Didier Raoult vers cette priorité qui était de tester tôt pour diagnostiquer tôt et faire une prise en charge médicale précoce. Ça, c'était vraiment la philosophie du début. Nous avons fait ici près de 150 000 tests PCR, essentiellement pour la région, mais pas que, puisque nous recevions des tests du pays et également de nos amis africains. Donc, en termes de stratégie, et c'est quelque chose qui est assez admis, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, dans toutes les mesures qui ont été prises actuellement, ce qui ressort comme étant un facteur de protection des populations, c'est-à-dire de diminution de la mortalité, c'est le test précoce, le diagnostic précoce. Ça sort dans beaucoup d'études épidémiologiques et c'est ce que nous avons fait et nous restons convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Car tester précocement permet d'une part d'isoler un malade, de protéger le personnel soignant, de protéger l'entourage et surtout de donner accès tôt au docteur. Et cette stratégie de prise en charge précoce, elle a été associée chez nous, mais dans bien d'autres pays du monde, à une stratégie de traitement précoce également. Et j'y reviendrai ou peut-être nous en discuterons ensemble. Il y a eu une polémique dans mon pays, mais également à l'international, sur l'utilisation de tel ou tel médicament, sur faut-il faire des essais cliniques comparatifs contre placebo pour dire si un médicament est efficace ou pas et s'il faut l'utiliser. Donc, je vais vous expliquer, nous, quelle a été notre stratégie et notre décision pour le traitement. Très tôt, les autorités sanitaires chinoises et les collègues chinois ont montré que l'hydroxychloroquine et la chloroquine étaient efficaces contre le virus in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Ça nous a alertés puisque nous suivions les publications des collègues chinois. Et puis, nous avons très vite, avec le laboratoire de Didier Raoult, effectué d'autres tests qui confirmaient l'efficacité de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine et qui confirmaient l'efficacité encore plus de l'association de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. L'azithromycine, c'est un antibiotique qui est utilisé dans les infections respiratoires et que nous connaissons depuis bien longtemps. À côté de cela, nous avons fait un premier essai en comparant ce que nous faisions, parce que nous avons estimé que ces deux médicaments étant efficaces in vitro, eh bien, on les connaît depuis 40 ans, on sait les utiliser et dans leurs précautions d'usage. Nous avons fait un premier essai thérapeutique qui a montré que le fait de donner à des patients qui avaient attrapé la Covid l'association azithromycine plus hydroxychloroquine diminuait la durée du portage du virus. Ce qui veut dire diminuer leur période de contagiosité pour leur entourage. Et nous avons donc décidé, dans une relation médecin-patient, chez des patients informés, d'utiliser l'association hydroxychloroquine plus azithromycine chez les patients atteints de Covid, quelle que soit leur forme de gravité et surtout au plus tôt. Les arguments, donc je vous l'ai dit, ces deux molécules marchent
contre le virus in vitro. Elle diminue la durée du portage virus, mais en même temps, ces deux molécules sont des immunomodulateurs. Et donc, elles sont intéressantes pour la deuxième partie de la maladie, la deuxième phase, où le virus a quasiment été éliminé, mais où il y a une réaction immunitaire qui se retourne, on va dire, contre les patients et qui font la gravité et les détresses respiratoires. Donc, c'était le troisième avantage de ce médicament, de cette association, tue le virus au laboratoire, diminue le portage virus, diminue la réaction inflammatoire. Et lorsque nous avons analysé les 3000, alors nous avons fait plusieurs études, elles ont toutes été publiées, c'était des études observationnelles, c'est-à-dire nous n'avons pas fait de bras comparatifs, sauf pour la dernière, parce que certains patients ne pouvaient pas recevoir les médicaments. Eh bien, nous avons vu qu'il y avait une diminution de mortalité en utilisant cette association. Ça a été notamment très marqué lorsqu'elle a été utilisée dans les EHPAD, qui sont, nous, les lieux de prise en charge et des personnes très âgées. Donc voilà, nous avons fait cela, ça a été critiqué, c'est critiqué dans la littérature parfois, mais bien sûr, il y a énormément de preuves à l'international. Je vous recommande un site internet qui s'appelle C19 Study en anglais et qui a compilé l'ensemble de la littérature qui a été faite sur l'association hydroxychloroquine plus azithromycine dans le traitement précoce. Mais bien entendu, ceci n'était qu'une partie de la question. Elle a un peu catalysé au départ les médias et le débat scientifique, mais ce qui nous est apparu aussi très important, et à vous, c'est d'une part, test précoce égale accès aux soins précoces, égale besoin en oxygène à évaluer précocement. Et vous savez, c'est une maladie, on l'a vu très tôt, où les difficultés respiratoires arrivent très tardivement. C'est-à-dire que vous pouvez manquer d'oxygène et ne pas vous en apercevoir. C'est ce qui a été appelé en anglais comme l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire la saturation d'oxygène dans le sang diminuée et pourtant les patients ne sont pas essoufflés. Et c'est pour ça que, heureusement, cela a été rectifié. Il ne faut pas attendre que des patients aient des difficultés respiratoires pour les prendre en charge, car c'est souvent trop tard. En revanche, on peut très bien évaluer au niveau d'un premier soignant, d'un premier centre de santé, les besoins en oxygène par des petits saturomètres. Actuellement, un petit saturomètre, ça peut coûter 4, 5 $ ou 5 €, y compris dans le commerce chez les grands distributeurs. Donc ça a été une grande leçon. Faire le tri très tôt de la gravité par le dosage de l'oxygène.